Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guillaume Meurette, moi je fais de la chirurgie colorectale au centre hospitalier universitaire à Nantes. Et j'ai été invité à me joindre à vous avec immense plaisir. J'ai d'ailleurs réussi à joindre l'utile à l'agréable en visitant votre belle ville de Sousse, en y prenant plaisir et en réfléchissant au débat qu'on aurait ensemble aujourd'hui. Alors je pensais pouvoir porter chance à l'équipe locale que j'ai eu la chance de rencontrer dans les couloirs de l'hôtel et de découvrir les grands joueurs de Tunisie. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. En revanche, ça m'a permis de visiter la Médina. On m'avait conseillé d'y aller en fin d'après-midi pour avoir l'ambiance. Et alors, c'était vide. Il n'y avait pas un chat dans la Médina. Tout le monde était devant le match de foot. Et malheureusement, comme ils ont perdu, on n'a pas eu la liesse et la fête qui a pu suivre. Mais bon, souhaitons que le congrès soit un plus grand succès que l'équipe locale. Alors, j'ai essayé en fonction des débats qui ont eu lieu déjà ce matin et une partie de la journée, peut-être d'écrémer quelques diapositives et essayer d'aller un peu à l'essentiel parce que je pense que le débat est vraiment intéressant et très honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait une personne ici qui puisse donner une réponse extrêmement factuelle ou franche sur la conduite à tenir en cas de réponse complète à la radiochimiothérapie. Parce que je pense que la question qui sous-tend cet intitulé, c'est « Est-on en droit de préserver le rectum dans la chirurgie du rectum ?» Alors évidemment, je reprends cette diapositive, mais on en a parlé longuement depuis la matinée. C'est d'abord une grande victoire de pouvoir se poser cette question aujourd'hui, parce que sur un siècle d'évolution de la chirurgie du rectum, on a fait des progrès qui étaient colossaux et dans les deux sens, à la fois dans le respect de la fonction d'exonération, qui était quand même le but initial du rectum, et puis ensuite, sans faire de sacrifice carcinologique. Et ça a été un long combat. Alors ce combat est toujours d'actualité, mais les progrès ont été tels qu'aujourd'hui, avec une meilleure connaissance de l'anatomie, les efforts qui ont été faits par les chirurgiens pour essayer de maintenir la continuité digestive et trouver des artifices de reconstruction par anastomose colo-anale avec des réservoirs pour préserver la fonction. Et puis, on en a déjà beaucoup discuté, tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que c'est bien une prise en charge multidisciplinaire avec les radiothérapeutes et les oncologues, qu'on a pu avoir cette grande victoire aujourd'hui. Alors, je le redis, je suis content de vous dire que la survie s'allonge et les séquelles aussi. Aujourd'hui, quand on regarde la plupart des séries, la survie à 5 ans dans le cancer du rectum, tout stade confondu, avec évidemment les limites que ça engendre, est au-delà de 50%, et plus de 80% des patients ont une continuité digestive. Et vous voyez, j'ai constaté, enfin j'ai été témoin de l'émoi que suscite la série tunisienne, que j'ai lue avec plaisir hier soir dans mon lit avant de venir vous voir aujourd'hui. Et moi, je trouve que vos résultats sont plutôt encourageants. C'est-à-dire que vous êtes tout à fait dans les valeurs qu'on retrouve dans la littérature. Vous avez 20% d'amputation abdominopérinéale. Je crois qu'en France, on doit être aux alentours de 20% d'amputation abdominopérinéale aussi. Donc finalement, on constate qu'on fait bien les choses. Il faudrait être capable de constater que c'est une victoire si les patients survivent à ces différentes prises en charge. Et je vous rassure, il existe en France, comme dans la plupart des pays d'Europe ou nord-américains, les mêmes disparités que vous constatez, vous. Mais le débat est intéressant, l'idée étant d'essayer d'améliorer la prise en charge, bien sûr. Et donc tout ceci fait que la survie s'allonge et les séquelles, qui passaient largement au second plan, on a tous connu cette époque où on disait aux patients, vous savez, maintenant qu'on vous a guéri du cancer du rectum, effectivement, vous avez des séquelles fonctionnelles, mais après tout, il ne faut pas trop se plaindre, vous êtes vivant. Donc si vous avez un peu d'incontinence ou des troubles sexuels, finalement, c'est un moindre mal. Heureusement, aujourd'hui, ces plaintes passent au premier plan et il faut essayer de réfléchir à une solution qui permettrait d'améliorer ces résultats fonctionnels. Alors, sur le plan digestif, et je ne parlerai pas des séquelles génito-urinaires, mais sur le plan digestif, on a fait aussi beaucoup de progrès depuis la mise au point du score de Lars, dont on a parlé déjà ce matin, et qui, pour la plupart des patients qui sont pris en charge pour un cancer du rectum, permet d'avoir une évaluation vraiment objective de leur confort digestif. Alors, on a 5 items dans le score de résection antérieure qu'on peut utiliser aujourd'hui en routine, et qui est d'ailleurs utilisé dans la plupart des centres, les fuites de gaz, les fuites de sel, le nombre d'exonérations avec la fragmentation des sels et le nombre d'urgences. Et ce score varie de 0 à 40, 42 exactement. Et au-delà d'un score supérieur à 20, on estime que la qualité de vie est très largement altérée. Et dans les grandes séries historiques
de cancers du rectum qui ont été pris en charge dans des grands registres européens. Quand on regarde le résultat fonctionnel à long terme des patients qui ont été inclus dans les essais, on constate que le taux de score de Lars très élevé qui témoigne d'une amputation très sévère de la qualité de vie est plus de 50%. Donc globalement, nos patients ne vont pas bien après une chirurgie du rectum, même s'ils sont guéris de leur cancer du rectum, ils sont en droit de revendiquer un meilleur résultat fonctionnel. Je pense que j'ai une petite difficulté. Ah oui, il faut que je m'oriente par ici. Ok. Alors, en conséquence, on peut vraiment se poser la question de la préservation du rectum, car la meilleure façon de ne pas avoir de séquelles fonctionnelles, c'est d'essayer de maintenir le rectum avec sa fonction. Alors, dans 3 situations, on peut se poser la question de maintenir le rectum. Le petit cancer pétien, alors là, je pense qu'on est tous d'accord. Au moins, trouvons un terrain d'entente aujourd'hui consensuel. Le petit cancer T1 SM1 du rectum est une indication à la conservation et à l'exérèse locale. Je souligne aussi les efforts qui sont faits par la société. J'ai vu une diapositive tout à l'heure passer sur les efforts du dépistage du cancer. Je pense que peut-être que la solution viendra du diagnostic des tumeurs plus précoces que sur des tumeurs avancées. Ensuite, on a le cancer en situation palliative, où là, la réponse n'est pas facile non plus. J'en dirais peut-être un mot, mais la situation là est difficile. Et puis celui qui nous intéresse, c'est la réponse complète à la radiochimiothérapie pour des tumeurs pour lesquelles, normalement, on est amené à pratiquer une proctectomie. Alors, la réponse complète à la radiochimiothérapie se définit comme, de façon un peu simpliste, et je m'en excuse, la disparition de tout reliquat tumoral après un examen histologique de la pièce opératoire de proctectomie. Donc si on s'en tient là, pour pouvoir définir la réponse complète, il faut retirer le rectum. Donc par essence, on ne peut pas conserver le rectum. Alors, quand on regarde les séries historiques sur le taux de stérilisation en fonction des tumeurs, eh bien, on constate déjà qu'au plus la tumeur est volumineuse, au plus la probabilité d'avoir une stérilisation complète de la tumeur est faible. Donc on va s'intéresser aux tumeurs qui sont en général peu évoluées. C'est un élément fondamental dans la sélection qu'on pourra avoir des patients pour pouvoir les mettre dans une stratégie de surveillance. C'est revenir à cette donnée très simple qu'au plus la tumeur est grosse, au plus la probabilité de stérilisation est faible. Et puis, au-delà de la simple stérilisation et la stratégie chirurgicale, le fait de conserver le rectum, un des avantages aussi de la réponse à la radiochimiothérapie, la stérilisation, c'est que finalement, aujourd'hui, avec les progrès de la chirurgie, on pourrait même presque remettre en cause le contrôle local de la maladie par le traitement néoadjuvant pour un certain nombre de cas. D'ailleurs, on fait, pour certaines tumeurs peu avancées, de moins en moins de radiothérapie. Je vais contre ce qui nous a été dit ce matin ou suggéré, mais on peut avoir de très bons résultats sans traitement néoadjuvant pour les petites tumeurs. Par contre, l'avantage de la radiochimiothérapie, c'est d'être un facteur pronostic sur l'évolution de la maladie. On en a parlé, et je me réjouis aussi d'avoir pu écouter une magnifique présentation de notre anatomopathologiste qui montre bien que ce critère de réévaluation est histologique et il est pronostique. C'est lui qui devra être déterminant dans le choix thérapeutique qu'on aura plus tard. Car il est pronostique du génie évolutif de la maladie et de sa réponse au traitement néoadjuvant. Et pour pouvoir évaluer cette réponse au traitement néoadjuvant, il va falloir avoir du matériel histologique. Donc il va falloir avoir une pièce opératoire pour l'évaluer. Donc la stratégie de surveillance va obérer une partie des possibilités d'avoir un facteur pronostic. Alors, quand on regarde les séries publiées dans la littérature de stérilisation après radiochimiothérapie, vous voyez que c'est extrêmement excitant, puisque finalement, ces patients qui sont opérés après une stérilisation ont un excellent pronostic, quasiment celui des patients T1, des maladies dont on sait qu'elles ne sont quasiment pas métastatiques. Donc on arrive avec des taux de survie publiés dans la littérature qui sont au-delà de 95% pour les pièces stérilisées. C'est un énorme succès. Mais la rançon du succès, c'est qu'on se dit, comme vous l'avez suggéré dans votre série tunisienne, où nous posons la question, est-ce qu'on n'a pas opéré ces patients pour rien? Mais la première réflexion est de garder en tête que c'est déjà une victoire de les avoir guéris avec un tel pourcentage. Et on aimerait bien être confronté à cette situation plus souvent, d'avoir une tumeur qui répond de façon complète. On verra les pourcentages tout à l'heure, mais globalement, c'est une situation qui est assez rare et qui met le patient dans une perspective de survie quasiment égale à celle d'un cancer T1. Alors pour
à défaut d'avoir une pièce histologique systématiquement, on a globalement 2 stratégies pour évaluer la réponse complète à la radiochimiothérapie. On a ou alors une stratégie purement clinique et paraclinique, mais non agressive, avec l'examen rectal, l'endoscopie. J'ai entendu parler de la rectoscopie, alors là, je vais vite la citer avant qu'on me le reproche, c'est absolument primordial. Le dosage des marqueurs et l'IRM, on a longuement pu discuter ensemble de l'IRM de réévaluation. L'IRM en stratégie de surveillance est aussi extrêmement importante, notamment pour dépister les adénopathies, avec beaucoup d'efforts consentis dans la recherche pour essayer d'améliorer les performances de l'IRM. Et l'IRM de diffusion en est un exemple. Et la deuxième stratégie est de rester plus agressif, conventionnel, en se disant qu'on a besoin d'un examen anatomopathologique, soit après proctectomie, mais là c'est trop tard, on ne peut plus conserver le rectum quand on l'a enlevé, ou bien en faisant uniquement une excision de la cicatrice opératoire, une macrobiopsie ou une chirurgie d'exérèse locale. Alors l'expérience de la surveillance clinique, qui était la première proposée, est encourageante. Alors ces séries, tout le monde les a vues, on les a déjà citées plusieurs fois depuis le début de la journée, mais effectivement ça a été véritablement un coup de tonnerre dans la prise en charge du cancer du rectum quand on nous a dit finalement avec une radiochimiothérapie exclusive, on a des résultats qui ne sont pas tellement différents d'une chirurgie pour ces patients. Alors il faut quand même interpréter ces résultats avec un peu de caution. La série Princeps brésilienne de Abrgama est assez saisissante et il faut bien avouer qu'avec les mêmes critères de surveillance qu'elle a, cliniques, beaucoup d'équipes ont des difficultés à avoir des résultats aussi performants, il faut bien l'avouer. Et même quand elle met à jour ses résultats, et sa série qui maintenant est très significative, il n'y a pas d'autre équipe que la sienne qui arrive à avoir une telle performance. Donc il faut essayer de garder quand même une certaine raison et de se dire que quelque part, il doit y avoir une sélection parmi les patients qui ont été pris en charge ou inclus dans ce type de registre. On y reviendra un petit peu après. Il faut quand même bien avouer que les résultats sont assez saisissants, avec taux de récidive qui sont assez faibles, du moins à la marge par rapport aux résultats qu'on obtient en cas de chirurgie pour ces patients. Alors je vais insister un petit peu plus, mais je laisserai une place pour la discussion, j'essaierai de tenir les temps, sur l'exérèse de la cicatrice. Alors, pourquoi l'exérèse de la cicatrice, c'est excitant ? Il y a tous les arguments que je vous ai cités, qui sont à mon avis les bons arguments, ceux d'avoir un examen histologique complet de la pièce opératoire. Et puis, il y a des arguments qu'il faut citer rapidement, mais qui sont ceux des chirurgiens. On aime bien opérer, et il faut dire qu'on a aujourd'hui des outils pour faire de la chirurgie laparoscopique par voie transanale, et on a le droit aussi d'aimer les nouveaux jouets, de s'exciter avec la possibilité de faire une chirurgie efficace, au moins autant que les gastro-entérologues avec leur dissection sous-muqueuse, et on est ravis de pouvoir faire des excisions de tumeurs locales au niveau du rectum, avec aujourd'hui une qualité qui est bien meilleure que celle qu'on avait quand on faisait de la chirurgie conventionnelle transanale. Donc ça a beaucoup incité les chirurgiens à développer cette approche, avec des résultats qui sont assez bons. Il faut reconnaître que dans les séries un peu historiques, avant qu'on parle de réponse complète à la radiochimiothérapie, certains chirurgiens avaient déjà essayé de faire de la chirurgie transanale pour les cancers du rectum, plus ou moins irradiés, plus ou moins des T2, des T3, et on sait que finalement, on avait des résultats qui étaient plutôt bons pour les petites tumeurs accessibles à ce traitement. Donc c'est assez excitant. Et puis, aussi, et je ne pense pas que ça a été cité, ou peut-être rapidement ce matin, l'avantage de retirer la cicatrice après radiochimiothérapie, c'est qu'on aura, en cas de tumeur YPT0PT1, un facteur pronostic d'envahissement ganglionnaire, parce que quand on retire la tumeur, on n'ôte pas les ganglions, et le staging ganglionnaire, c'est un problème aussi dans le suivi des patients qu'on prend en charge pour une tumeur du rectum. Donc, finalement, on se dit que la vision chirurgicale de la prise en charge de ces malades passe en toute logique par l'exérèse de la cicatrice opératoire, d'abord parce qu'on continue d'opérer les gens, si on ne les opère plus, on n'aura plus de travail, et ensuite on se dit que c'est pertinent pour les facteurs pronostiques et l'analyse histologique. Alors, quand on regarde les essais, j'en ai supprimé quelques-uns, mais je vais essayer d'insister sur les deux essais que je vous présente. L'essai qui a déjà été cité de Julio Garcia Aguilar est très intéressant parce qu'il sélectionne extrêmement bien ces patients pour des petites tumeurs T2 N0 au départ, et il a une réévaluation après la radiochimiothérapie à 6 semaines, allez,
c'est assez arbitraire, mais 6 semaines, c'est le délai qu'on retrouve toujours pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure. C'est probablement pas loin de la vérité, les 6 semaines après la radiochimiothérapie. Et à ce moment-là, on fait l'excision de la pièce, et si on a une tumeur qui reste entre T0, YPT0 et T2, on surveille, avec une excision complète bien entendu, ou si elle est YPT3 ou incomplète, on fait une TME. Et les résultats sont assez bons, finalement, de cette stratégie, assez bons, quand même, avec un bémol, c'est qu'ils sont, même si on arrive à 88% à 5 ans, 91% à 3 ans, on est encore en dessous des 95 à 98% des patients qui ont eu une proctectomie. Donc c'est quand même un élément qu'il faut garder en tête. Alors, je passerai rapidement sur cet essai de Lezoche qui finalement n'était, sur le plan méthodologique, pas très bon. Pour insister sur l'essai d'Éric Rullier, le Grécard 2, alors on en a parlé ce matin, mais je me permets d'insister parce que vraiment, c'est le seul essai à ce jour qui effectuait une randomisation avec les difficultés qu'elle comporte. On intègre dans cet essai des petites tumeurs, comme ça a été dit précédemment, des petites tumeurs T2, T3, plus ou moins N+, au staging préthérapeutique, et on effectue une radiochimiothérapie conventionnelle et allongée, et ensuite, si le patient a une bonne réponse, on le randomise entre excision locale et proctectomie. Alors, derrière un pupitre, c'est facile à présenter comme essai clinique. Devant un malade, quand on dit maintenant on randomise entre une petite chirurgie qu'on fait quasiment en ambulatoire, j'exagère un peu, mais presque, et puis une chirurgie radicale parce qu'on ne sait pas lequel est le mieux, moi, si j'étais à la place du patient, il faut vraiment trouver des arguments pour le convaincre. Moi, je partirais avec l'excision locale. Donc ça a été un essai pas simple à mettre en place, et c'est tout à son honneur d'avoir pu être mené à bien. Alors, comme c'est un essai qui est très honnête, on dit que quand on fait une excision locale et que malheureusement, on a une tumeur qui est plus évoluée que celle qu'on pensait, on fait une TME de façon assez logique. Et c'est là que le bas a blessé. C'est dans cette proportion de patients qui, finalement, après une bonne impression de réponse clinique, avaient quand même une tumeur qui était plus évoluée qu'on le pensait. Parce que sur le contrôle de la maladie, quand on fait une excision locale et qu'on a une bonne réponse et qu'on est YPT0T1, on n'a pas plus de récidive que quand on fait une chirurgie radicale. Ça, c'est le premier message. Ça a été dit ce matin et je le répète en criant bien fort, ça marche. Pourquoi ça marche aussi bien? Parce qu'on a hyper sélectionné les patients au départ. C'est-à-dire qu'après radiochimiothérapie, on était près de 65% de bonnes réponses à l'examen clinique et à l'évaluation, à la radiochimiothérapie. Donc les malades étaient hyper sélectionnés, des petites tumeurs, T2, T3 plus ou moins N+. Et parmi ces patients-là, ils répondent très bien à la radiochimiothérapie. Malheureusement, quand on a mal évalué les choses et qu'en excision locale, ils sont T2, T3, et qu'on fait une TME, et c'est là, malheureusement, l'aspect négatif de cet essai, ou plutôt son enseignement, c'est que quand il faut rattraper la chirurgie après excision locale, eh bien, les résultats ne sont pas très bons. Sur le plan fonctionnel, les résultats sont moins bons que si on fait la TME d'emblée. Alors, c'est sûr, on a des tumeurs qui sont souvent plus basses, qui sont proches du sphincter. Vous l'avez cité tout à l'heure, les amputations abdominopérinéales. Cette série, dans cet essai prospectif randomisé, va dans le même sens, c'est que la chirurgie est plus compliquée quand on a fait une excision locale d'une tumeur qui était très proche du sphincter, et on augmente le risque d'amputation abdominopérinéale, ou du moins, on augmente la morbidité opératoire. Et donc, finalement, alors qu'on était très enthousiaste pour l'excision de la cicatrice, on commence à voir apparaître un retour de balancier en disant, vous savez, c'est pas si anodin que ça d'enlever la cicatrice, c'est pas aussi simple de faire une résection locale que faire une résection locale après radiochimiothérapie. On a plus de désunions, on a plus de douleurs post-opératoires, on a plus de fistules, et globalement, quand il faut réopérer les patients, c'est aussi plus compliqué. Donc la chirurgie de rattrapage au jour d'aujourd'hui, après excision de la cicatrice, est plus difficile. Alors, quand on ne sait pas comment faire, on se fie au registre, en disant finalement aujourd'hui on n'a pas d'attitude extrêmement tranchée, on va essayer de faire un registre et d'enregistrer tous les patients qu'on va mettre en surveillance clinique. Ce registre a publié ses résultats cette année, très récemment, il y a quelques mois. Le taux de récidive pour ces tumeurs de très bon pronostic est de 25% à 5 ans, avec des taux de survie qui sont de 84, survie sans récidive, de 84% à 5 ans. Donc en gros, aujourd'hui on peut faire ça,
Mais il faut aussi se dire que quand on prend les résultats globaux, faute d'une sélection hyper rigoureuse des patients, on a des résultats qui sont moins bons que la proctectomie. Et il faut dire que c'est encore ça aujourd'hui. Alors si on veut conclure, pour des tumeurs qui sont localement avancées, pour lesquelles la radiochimiothérapie est indiquée, on peut évaluer la réponse clinique après cette radiochimiothérapie. Je passe rapidement parce que ça a été déjà largement évoqué et exposé. Si on a une réponse clinique complète et que le patient est très fragile, ou alors qu'on est vraiment au bord de l'anus et que le sacrifice sphinctérien est en jeu, on peut peut-être proposer une stratégie de surveillance. Pour tous les autres patients, je crois qu'il faut toujours mettre en avant aujourd'hui encore la résection antérieure du rectum et la possibilité de surveiller le patient en alternative doit aujourd'hui encore être une stratégie non validée ou bien faire l'objet d'inclusion dans des essais cliniques. Voilà, les 5 points forts de ma présentation sont que on s'intéresse d'abord à une population assez restreinte de patients, 10 à 15%, 7,5% dans la série tunisienne. Mais vous voyez, avec 7,5% de patients, on peut passer des journées entières à débattre. Le pronostic en réponse complète est excellent. C'est d'abord ça qu'il faut retenir, que la résection du rectum, mais on l'a dit, a une morbidité qui reste très significative et des séquelles qu'il faut essayer d'améliorer. L'évaluation de la réponse complète aujourd'hui est insuffisante pour pouvoir valider cette attitude de conservation du rectum en systématique. Et les patients au risque opératoire important, ceux qui refusent la chirurgie, peuvent assez raisonnablement bénéficier de cette approche aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.